Voilà, la connexion est rétablie. Et donc, j'étais en train d'expliquer les phases. Donc, j'ai dit qu'il y a deux phases. Il y a la phase pré-juridictionnelle d'une part, mais d'autre part, la phase juridictionnelle. Mais dans la phase pré-juridictionnelle, là où je suis, il y a deux sous-phases. Il y a ce qu'on appelle l'enquête préliminaire d'une part, mais d'autre part, l'instruction préparatoire. Je suis encore à l'enquête préliminaire. En fait, j'ai dit l'enquête préliminaire est celle qui est engagée par l'OPJ ou par l'IPJ. L'OPJ n'est rien d'autre que l'officier de police judiciaire. Mais l'IPJ, c'est l'inspecteur de police judiciaire. Maintenant, il y a deux catégories d'OPJ. La première, ce sont des OPJ à compétence générale. Tel est le cas pour les OPJ de société. D'autre part, il y a les OPJ à compétence restreinte. Tel est le cas du bourgmestre, chef du quartier, et puis OPJ de la DGM et autres. Pourquoi ils sont des OPJ à compétence restreinte? Parce qu'ils n'agissent que dans les cadres de leur mission spécialisée, appropriée, dans leur administration. Ils ne vont pas sortir. Vous ne verrez jamais un OPJ, un chef du quartier, arrêter quelqu'un pour causer blessé et puis commencer à l'auditionner. Vous avez déjà vu ça? Vous voyez? Vous ne verrez jamais un OPJ de la DGM, au lieu de venir sceller, lui vient, il commence à arrêter les clowns. Ce n'est pas sa mission. Mais il demeure OPJ. Mais sa compétence est restreinte, limitée. Mais nos OPJ qui sont sous-sciences, leur compétence est générale. C'est pourquoi nous étions en train d'expliquer qu'ils sont ce qu'on appelle l'œil et l'oreille du ministère public. Donc tout ce qu'ils font dans le cadre de leur mission, c'est de se soumettre à l'autorité de leur chef, qui est qui? Le procureur, devant qui ils prêtent serment. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que le procureur peut à tout moment ordonner toute affaire cessante à un OPJ pour que le dossier qui est instruit par cet OPJ lui soit transféré à l'immédiat. Et l'OPJ ne peut que dire à vos ordres. Un OPJ, tel que nous voyons parfois dans la pratique pour certains, lorsqu'on envoie une réquisition 030 au niveau du parquet pour dire toute affaire cessante, il y a certains OPJ qui ne veulent pas déférer les suspects devant les parquets ou sinon transférer les dossiers qu'ils instruisent. C'est une faute lourde même. Parce qu'ils dépendent essentiellement de l'autorité du ministère public, de l'autorité du procureur devant qui ils prêtent serment. Parce que tous les dossiers qu'ils traitent, c'est pour les procureurs. Et pendant cette enquête, la personne qui est devant l'OPJ a un nom. On l'appelle suspect. Et aussi, ce que nous devons savoir, c'est que pendant cette phase, cette enquête préliminaire, l'OPJ peut être saisi par la plainte. Il peut également être saisi par la voie de dénonciation, mais aussi par voie de saisie d'office. Je vais m'expliquer. La plainte, c'est ce que je viens d'expliquer. Là, ça a été compris, non? Vous allez déposer la plainte, vous écrivez, ça peut être verbal ou écrit, mais il s'agit d'une plainte. Vous déposez votre plainte, on vous confirme par un PV d'audition, et puis l'OPJ commence à poser les actes. Mais à côté de ces modes de saisine, qui est la plainte, il y a un autre mode prévu par la loi qu'on appelle la dénonciation. Vous voyez, à la différence de la plainte, la dénonciation peut être faite par une tierce personne. Tandis que la plainte, c'est par l'intéressé, par la victime. Vous êtes victime, vous allez initier la plainte. Mais si vous n'êtes pas victime, vous initiez la plainte, on va vous opposer devant le tribunal un principe, un adage qui dit « nul ne plaide par procureur ». Ce qui veut dire simplement que vous n'êtes pas plaignant, vous n'êtes pas victime, vous ne pouvez pas vous plaindre pour une affaire qui concerne autrui.
Tel n'est pas le cas pour les dossiers de mineurs. Vous avez votre enfant qui est mineur, victime, vous en tant que parent, tuteur, vous pouvez le faire. Voici la différence. Mais dans le cas normal, vous ne pouvez pas saisir par voie de plainte un OPJ pour les faits d'autrui. On vous dira non, ça c'est pas normal, c'est la victime qui doit porter plainte. Parce que nul ne plaide pas procureur. Mais vous pouvez, voilà maintenant une possibilité vous est ouverte. Vous pouvez aussi, en tant que tierce personne, saisir l'OPJ. Vous voyez maintenant la différence? On vous dit pour la plainte, vous devez nécessairement être plaignant. Mais ici, pour la dénonciation, vous pouvez ou ne pas être victime. Mais vous saisissez l'OPJ, ça passe. Mais là, il y a deux formes de dénonciation. D'une part, il y a ce qu'on appelle la dénonciation circonstanciée. Mais d'autre part, il y a la dénonciation non circonstanciée. Mais la dénonciation circonstanciée, c'est quoi? C'est lorsque vous n'êtes pas victime pour saisir l'OPJ. Mais c'est l'OPJ. Voici dans tel coin, on est en train de tuer quelqu'un. Voyez-vous? Cette façon-là, de faire porter à la connaissance de l'OPJ, de faire fractionner d'une tierce personne dont vous n'êtes pas victime, on appelle ça quoi? La dénonciation. Mais elle peut être circonstanciée ou non circonstanciée. Pourquoi circonstanciée? Parce que dans le premier cas, vous donnez les détails. Et dans les dénonciations, il est permis que vous puissiez utiliser même le téléphone. Vous pouvez aussi utiliser l'anonymat. Vous appelez, allô, monsieur l'OPJ. Vous donnez votre nom. Moi, c'est monsieur Eric. Je vous appelle à partir de tel coin, de telle avenue, tel numéro. Il y a tel fait. Vous donnez avec la précision. C'est ce qu'on appelle la dénonciation circonstanciée. Parce qu'il y a des détails. Mais votre détail en tant que la personne qui dénonçait, la personne qui dénonçait le fait, en tant que dénonciateur, on appelle ça la dénonciation circonstanciée. Parce qu'il y a des détails. Dans tel coin, tel avenue, moi c'est tel monsieur, pour tel fait, voici le nom de la victime. Là, ça facilite l'OPJ de comprendre, oh, je peux descendre dans tel coin, il y a telle référence, ainsi de suite. Mais il peut se faire aussi que vous êtes toujours dans la dénonciation, mais vous vous réservez parce que vous voyez, aujourd'hui on commence à dire, voilà, on poursuit aussi les témoins, quand vous dénoncez les faits comme ça, on peut commencer à vous dire que non, c'est vous qui êtes le premier suspect. C'est pourquoi la loi vous donne encore une autre possibilité de faire ce qu'on appelle la dénonciation non circonstanciée. Vous cachez votre identité. Allô? Bon, ne me demandez pas si c'est qui, mais je vous annonce, sur telle avenue, il y a tel fait qui se passe pour accrocher. Vous écrivez dans un bout de papier, voilà, il y a tel fait, telle personne a commis ça, vous allez déposer devant l'OPJ, à l'office. Il se rend compte, mais qui a écrit ça? Mais il y a des faits là-bas, des faits fonctionnels. Il se sert de ça pour aller descendre sur les liens. Mais il ne connaît pas qui a écrit. Cette fois-là, il s'agit toujours de la dénonciation, mais cette dénonciation est non circonstanciée parce qu'il n'y a pas de détails. C'est aussi un mode de saisine de l'OPJ. Mais le troisième mode de saisine de l'OPJ, à côté de la plainte, de la dénonciation, que ce soit circonstanciée ou non circonstanciée, il y a ce qu'on appelle la saisine d'office comme troisième mode. En fait, l'OPJ peut aussi se saisir d'office, pas seulement par la plainte, et non aussi par la dénonciation, mais l'OPJ peut se saisir d'office. Il est en train de faire sa mission, soit il vient de sa maison, en roulant ou en marchant à pied, il voit en cours de route une infraction qui se perpète. Oh, il y a des couronnes. Il ne va pas rentrer au bureau. Il se saisit sur place là. Il l'arrête. On n'a pas besoin du plaignant. On n'a pas besoin de la lettre plainte. On n'a pas besoin de la dénonciation parce qu'il a vu le fait lui-même. Il arrête, comme on dit, dans le monde de la congolais, toi arrêter l'hémorragie. Il ne va pas aller dans son cabinet. Chemin faisant, il rencontre un fait, il se saisit. C'est ce qu'on appelle la saisie d'office. C'est pourquoi vous verrez, à un certain moment, il y a ce qu'on appelle la plainte sans victime. Quelqu'un, parce qu'on va arriver, c'est aussi un chapitre, lorsqu'on va commencer à expliquer maintenant les détails de chaque infraction,
on va étudier un peu le droit pénal général et le droit pénal spécial pour catégoriser chaque infraction avec les éléments. Nous viendrons, on va arriver. Vous verrez par exemple, il y a quelqu'un qui est en train de filmer les chambres. L'OPJ, en passant, puisque le chambre filmé est réprimé par le code pénal. Nous allons expliquer ça quand on arrivera à ces chapitres. Mais je vous donne seulement une idée. Le chambre à fumer, c'est la culture. Vous cultivez le chambre. C'est une infraction du chambre à fumer. Vous consommez, c'est une infraction. Vous détenez, on vous trouve avec le chambre à fumer. Non, c'est le chambre à fumer. C'est ça l'infraction du chambre à fumer. Alors le péché vous surprend avec ça dans votre nganda. Il n'y a pas une victime qui vient le saisir quand même. Est-ce qu'il va vous laisser comme ça? Il s'est saisi d'office, il vous arrête. Dans la plupart des cas, quand les gens viennent nous consulter, il dit, mais dans ce dossier, il n'y a pas de plaignant. Comment on peut m'arrêter comme ça, il n'y a pas de plaignant? Mais non, il y a aussi ce qu'on appelle en droit les crimes sans victime. Ne posez pas cette question-là. Pour vous, du moins, ne posez pas cette question. Mais ici, il n'y a pas de plaignant. Il n'y a pas de victime. Mais comment on m'arrête? Non, vous êtes avisé. Il y a des crimes sans victime. Tel est le cas d'espèce pour les chambres à fumer. Je ferme la parenthèse. Et pendant qu'il est en train d'instruire, il va poser les actes d'instruction. Je suis toujours chez l'OPJ ou l'IPJ. Il pose les actes d'instruction, il peut requérir des témoins, il peut émettre des réquisitions, telles que dans le cas de causes et blessures, le cas de dossiers d'accident. En ce moment-là, il pose tous les actes. Mais la loi ne lui donne que 48 heures pour traiter les dossiers. Mais lorsqu'il s'avance vers l'extrémité de ces 48 heures, il a la possibilité de solliciter qu'on puisse lui donner ce qu'on appelle la prorogation du délai de détention. Il va demander ça auprès de son chef qui est qui? Le procureur. Voilà, c'est le procureur de qui il relève. Mais là, il y a deux cas. Soit le procureur l'accorde, soit il lui refuse. S'il accorde, le procureur va motiver avec les délais précis. 2 jours, 3 jours, 7 jours, ainsi de suite, selon la motivation. Mais s'il ne l'accorde pas, il doit transférer les dossiers au parquet. Parce que la loi ne lui donne que 48 heures. Pareil avec l'IPJ. L'IPJ, c'est l'inspecteur de police judiciaire. Il est plus rattaché au parquet. C'est pourquoi vous verrez dans chaque parquet, il y a ce qu'on appelle l'inspection. Vous verrez, inspection près les parquets tel. Vous voyez? Même quand vous allez au parquet de Kinko, vous verrez l'inspection judiciaire. Vous allez au parquet général, vous verrez l'inspection judiciaire près le parquet général. En fait, cette inspection-là travaille avec le parquet. Pourquoi? Pour exécuter certains actes. Le magistrat du parquet, pendant qu'il instruit, il peut avoir besoin d'une exécution, par exemple, d'un acte judiciaire, pour aller suspendre les travaux, pour aller faire quoi que ce soit, pour aller lever la mesure de suspension. Il émet sa réquisition, mais lui-même, le magistrat du parquet ne peut pas, s'il estime qu'il ne peut pas se rendre pour sa dignité ou bien par rapport à son emploi du temps, il va requérir qui? L'inspecteur de police judiciaire. Mais je ne dis pas que le magistrat du parquet ne peut que requérir l'inspecteur de police judiciaire. Non. Il peut aussi requérir qui? L'OPJ. En fait, l'inspecteur de police judiciaire, c'est comme un chef de l'OPJ. Lui aussi contrôle le travail de l'OPJ. Mais tous les deux, ce sont des OPJ. Donc, ne soyez pas intimidés. Quelqu'un vous dit, je suis inspecteur. Oui, inspecteur de police judiciaire. Figurez-vous directement que c'est un OPJ. Mais seulement, en ce qui le concerne, il contrôle quand même, il a une parcelle de responsabilité sur l'OPJ.
Vous voyez, tous sont des OPJ, mais lui, il a quand même une parcelle de responsabilité sur l'OPJ. Mais tous les deux dépendent de qui? Du procureur. C'est pourquoi même les dossiers qui est traité devant l'inspecteur du police judiciaire peut aussi être appelé par réquisition devant les parquets. Voyez-vous? Et quand il termine l'instruction et qu'il estime que les faits ne sont pas établis, il fait rapport à son chef, les faits peuvent s'éteindre à ce niveau-là, mais il doit toujours faire son rapport. L'OPJ doit toujours, l'IPJ doit, lui travaille toujours dans le régime du rapport. Il n'y a aucun fait que lui instruit peut échapper au contrôle de son chef qui est le procureur. Donc un OPJ qui instruit des dossiers sans pour autant faire part à son chef, là il s'agit d'une rébellion. Il s'agit d'un OPJ qui ne respecte pas les règles. Il doit toujours se référer à son chef hiérarchique. On prend le cas où le dossier est maintenant envoyé au parquet. Donc, le dossier est allé au parquet. Une fois que le dossier arrive au parquet, s'il y avait quelqu'un en détention, il change de nom. Il prend une autre casquette. Il ne sera plus appelé suspect, il sera maintenant inculpé. Et dès qu'il devient inculpé, le magistrat du parquet va commencer à instruire. Mais attention, pendant que le magistrat instruit, l'instruction c'est un jeu de questions-réponses, non? Votre nom, village d'origine, le nom de votre papa, il vous pose la première question. Est-ce que confirmez-vous ce que vous avez déclaré devant l'OPJ, devant l'inspecteur de police judiciaire en telle date? Il vous fait la lecture. Et il vous demande, il vous pose une question, ça c'est généralement dans les préliminaires, l'antécédent judiciaire. En fait, l'antécédent judiciaire, ce n'est pas ce que les communs des mortels nous disent. Vous êtes avisés. Quand on parle de l'antécédent judiciaire, figurez-vous, il s'agit d'une condamnation judiciaire. On vous pose une question. Si vous arrivez un jour, on vous pose une question, mais on pose la question à votre proche. Votre antécédent judiciaire, ce n'est pas parce qu'il a été à la prison ou qu'il a été au cachot 3-4 jours, une semaine, que son casier judiciaire est entamé. Non. Pour qu'on parle de l'antécédent judiciaire, il faut qu'il y ait nécessairement quoi? Les jugements définitifs. On va expliquer les jugements définitifs lorsqu'on va parler de l'autre section ici, la phase juridictionnelle. Le jugement définitif qui vous a condamné pour tel fait précis, c'est là qu'on dira non, celui-ci, son casier judiciaire n'est pas vierge parce qu'il est déjà condamné. Vous voyez? Mais quand vous avez été arrêté, parce que quand on envoie quelqu'un à la prison, il peut être envoyé parce qu'il a été arrêté préventivement, puisqu'il est fait encore en instruction. C'est ça que je vais expliquer tout de suite. Donc, au niveau de la prison, il y a des catégories de personnes. Il y a les détenus et il y a les condamnés. Donc, si vous êtes détenu et qu'on vous libère, vous recouvrez votre liberté, un jour, comme ça, on vous appelle. Je vois de temps en temps, il y a des gens qui disent non, hasard récidiviste, hasard récidiviste. Non, récidiviste fait toujours recours, fait toujours allusion à la condamnation. Quelqu'un peut être à la prison 10 fois. Mais si on estime à la fin que non, on va fonder les arts établis, en quoi est-ce qu'il est récidiviste? On est récidiviste lorsque vous avez été condamné pour un fait et que vous revenez pour la deuxième fois. On dit, ah, il y a aussi au Salali Kambo. Ça, c'est la deuxième fois. C'est pourquoi on vous dit récidiviste. Donc, pour vous aussi, attention avec ces termes, c'est le commun de monter. Ah, il va qu'il est en prison, il va le bêler, hasard récidiviste. Mais vérifiez, est-ce qu'il a été condamné au fond avec un jugement définitif? C'est qu'on va expliquer ici. Maintenant, le magistrat du parquet, pendant qu'il commence à instruire, vous êtes devant lui, il va vérifier. Il va vérifier pour savoir est-ce que votre identité est douteuse? Est-ce que votre fuite est à craindre? Est-ce que
il y a indice sérieux de culpabilité. Voici les 3 motifs qui concourent pour amener les magistrats instructeurs de pouvoir vous placer en détention. La première pièce qu'on appelle le MAP, mandat d'arrêt provisoire. Mais avant que les magistrats du parquet arrivent à ce niveau-là, il doit d'abord vérifier si votre identité est douteuse, par exemple, s'il y a un indice sérieux de culpabilité, ou sinon si votre fuite est à craindre. Je n'ai pas dit que les 3 éléments-là sont cumulatifs, non. Il peut prendre un seul élément. S'il estime par exemple que l'identité est douteuse, ou sinon il y a un indice sérieux de culpabilité. Attention pour ces faits. Lorsqu'on parle de l'indice sérieux de culpabilité, l'indice, lorsqu'on va arriver dans la phase juridictionnelle, ce n'est pas la preuve. Ce n'est pas la preuve. L'indice n'est pas la preuve. C'est le débit. Ce sont des petits éléments qui flottent là. Bon, tout le monde dit, mais c'est tel, et l'onginaye, kokani, chemise à la exactement, na mouto, vous voyez? Non, il avait cette coiffure. Il parlait comme ça, il avait cette voix. On vous pose la question, M. Franklin, mais nous avons trouvé quelqu'un qui est décédé devant votre parcelle. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, d'ailleurs, à 21h, quand je suis sorti, j'ai entendu, il y a des gens qui venaient là, passer à côté, et à quelques minutes, je le vois tomber, et puis je vois comme s'il a perdu la vie. Et moi, je suis allé dormir. C'est comme ça, le matin, si je vois, vous me convoquez, je viens me présenter en homme libre. Si vous êtes les magistrats du parquet, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ces déclarations-là? N'est-ce pas qu'il y a des indices? Mais est-ce que ces indices-là constituent la preuve? Non. Ce sont des débits de preuve. On doit examiner. Mais comment? On n'a pas quelqu'un à sa présence. Lui, il entre à la maison, il dort. Il se réveille le matin. C'est devant sa porte. Vous voyez un peu? On dirait qu'il n'est pas compris. Mais tout le est-ce que là n'amène pas la conviction du magistrat instructeur pour dire que non, vous êtes fautif. C'est pourquoi la loi parle des indices, il ne parle pas de la preuve. Au parquet, on arrête aussi par indice. Mais on n'arrête pas seulement parce qu'il y a des preuves. Parce que les indices, ce sont les débits, les petits éléments de débit. Et lorsque les magistrats estiment qu'il y a un indice sérieux de culpabilité, et je ne dis pas indice seulement, mais indice sérieux, en ce moment-là, ils décident de vous placer en détention pour quel délai? 5 jours, qu'on appelle MAP. MAP, c'est une abréviation, mandat d'arrêt provisoire. Lorsqu'on vous place en détention pour 5 jours, pendant ce temps, le magistrat ne va pas croiser les bras. Il va continuer à enquêter. Parce que l'objectif de cette détention, c'est pour permettre au magistrat instructeur de poser les actes d'instruction, de vérifier, d'appeler les témoins, d'appeler la victime, ainsi de suite, d'enquêter. Mais pendant les 5 jours, si le magistrat instructeur estime que le temps est vraiment insuffisant, il doit continuer. Là, c'est hors son délai de détention. Son délai n'est que de 5 jours. C'est pourquoi, s'il veut encore maintenir l'inculpé en détention, avant l'expiration, je ne dis pas que quand l'expiration, attention, c'est une nuance. Parce que s'il sollicite après expiration, la détention devient irrégulière. On doit relaxer la personne. Une fois de plus, vous, les commis des montées, pas vous, mais les commis des montées, vous êtes avertis. Les commis des montées diront, mais non, à cela qui m'a donné les ticket. Nous sommes dans la procédure. Mais pourquoi le magistrat du parquet, la loi lui donne seulement 5 jours, lui il a attendu jusqu'à 6 jours, 7e jour, pour aller solliciter la détention préventive devant le parquet, le tribunal. Mais dans l'entretemps, les 2 jours-là, c'est vite, non? La détention devient irrégulière. Quand la détention devient irrégulière, la conséquence c'est quoi? Il faut le libérer. Maintenant, vous allez l'arrêter sur base de quoi? C'est pourquoi avant l'expiration de 5 jours, 4e, 5e, 3e, 4e jour, il fait tout pour amener l'inculpé devant la chambre du conseil. Là, c'est le tribunal de paix qui est composé. La chambre du conseil, ce n'est pas une audience ordinaire comme ça. C'est une audience à huis clos.
il n'y a que les avocats et les magistrats qui peuvent prendre part. Les autres, non. Même pas vous aussi, malgré que vous êtes en train de suivre la formation droit de l'homme. N'est autorisé que les avocats, magistrats et défenseurs judiciaires dans la chambre du conseil. C'est une donc, audience restreinte. Parce que l'audience, le principe, elle est publique. Mais cette audience ici est restreinte. Elle est ouverte que pour certaines catégories. Les magistrats, les avocats et les défenseurs judiciaires. Point. Cette fois-là, quand on vous amène devant la chambre du conseil, vous êtes maintenant deux camps. C'est le juge qui est au milieu pour soit confirmer la détention préventive que les magistrats du parquet sollicitent, d'une part, soit rejeter. Vous voyez? Maintenant, si vous êtes inculpé devant cette chambre-là, les magistrats du parquet, en sollicitant qu'on accorde 15 jours, parce que le délai de l'ordonnance de détention préventive, on appelle ODP, c'est 15 jours. Pendant qu'ils demandent, vous aussi, on va vous accorder la parole. Ça sera maintenant une audience contradictoire. Vous pouvez être aussi assisté de votre avocat dans la chambre du conseil. Il dit non, contrairement à ce que les magistrats sollicitent, nous disons non. Voici, il y a irrégularité. C'est là qu'on démontre l'irrégularité de détention. Non, il devait m'amener ici dans le 4e, 5e jour, au plus tard. Mais il m'amène au 6e jour. Vous n'allez pas accorder cette demande parce que sa détention est déjà irrégulière. Vous allez rejeter. Le juge va prendre l'affaire en délibéré. Il se prononce dans 48 heures, par voie d'ordonnance, pour dire oui, je libère. J'accorde la liberté, non. J'accorde au magistrat les droits de l'ordonnance de détention préventive de 15 jours. Il y a deux possibilités dans la chambre de conseil. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Alors, à partir de ce moment-là, si on vous maintient en détention, les dossiers continuent. Mais si le tribunal vous accorde la liberté provisoire, le parquet a aussi la possibilité d'aller en appel. Si vous étiez, comme la chambre du conseil, c'est devant les juges du tribunal de paix, les magistrats du parquet peuvent aller en appel devant le tribunal de grande instance pour dire non, moi je ne suis pas d'accord, on ne peut pas libérer, c'est prévenu, vous reprenez. Si les juges du tribunal de grande instance, toujours dans la chambre du conseil, mais là ça change de degré parce que vous êtes dans l'instance d'appel, mais on est toujours dans la procédure, vous voyez la procédure, on est toujours dans la procédure. En ce moment-là, si le tribunal de grande instance confirme votre détention, vous restez. Si il dit non, non, la détention était irrégulière, on doit libérer, on vous libère. Il n'y a pas de cassation. Donc on s'arrête seulement à ces degrés-là. On vous libère. Mais si on vous libère, il n'y a pas d'extinction. Je vais vous expliquer aussi le mode d'extinction de l'action ici. Je ne sais pas s'il y aura du temps, sinon ça sera prochainement. Donc, il va maintenant vous accorder. Si on vous accorde la liberté, les dossiers continuent au parquet. Vous allez maintenant commencer à comparaître en homme libre. Vous voyez? Mais si vous êtes en détention, dans les 15 jours là aussi, avant l'expiration, les magistrats du parquet, avant, j'ai dit bien, attention, j'insiste, je n'ai pas dit à l'expiration de 15 jours. Comme je l'ai dit aussi, pas à l'expiration de 5 jours. Avant l'expiration de 15 jours. Les magistrats du parquet, s'ils estiment que vous êtes toujours en détention, il fait que vous continuez d'être en détention, il rentre encore dans la chambre du conseil. Avant l'expiration de 15 jours. Cette fois-là, pour solliciter OC. L'OC, c'est simple. C'est l'ordonnance de confirmation. Ce n'est pas de 5 jours comme mandat d'arrêt provisoire, ni de 15 jours comme ODP, ordonnance de détention préventive, mais c'est maintenant des 30 jours qu'on appelle OC. 30 jours. Mais c'est renouvelable de mois en mois. Mais ça ne peut pas dépasser 12 mois. Quand ça dépasse 12 mois, ça devient irrégulier. On doit fixer le tribunal pour aller dans l'autre phase qu'on appelle la phase juridictionnelle. Mais pendant ce temps, si les magistrats, en instruisant, ils estiment, soit vous êtes en liberté, soit vous êtes en détention, ils trouvent que pendant qu'il fait l'enquête, parce que dans l'enquête, il peut effectuer des descentes, il peut recueillir des experts, il peut inviter ou convoquer des témoins, mais s'il rassemble les preuves, parce que c'est ça le rôle
du magistrat du parquet, c'est de réunir les preuves, comme faisait aussi l'OPJ. Il réunit les preuves pour asseoir la conviction, pour dire voilà, en tout cas, comme je poursuis tel messieurs pour telle infraction, en tout cas, j'affirme que déjà, c'est un cas de figure. Mais pendant qu'il instruit, s'il estime que les éléments qu'il a avec lui sont insuffisants pour dire que tel est fautif, il a deux possibilités. Soit il estime que les faits ne sont pas établis, soit il estime qu'en tout cas il y a lieu de poursuivre. Dans le premier cas, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où nous sommes. C'est maintenant les mots ou les raisons qui amènent les magistrats à classer les dossiers. Le mode de classement du dossier. En fait, le classement du dossier, c'est un mode d'extinction d'une action publique. L'action qui est devant le ministère public au parquet peut être éteinte par l'un des modes que nous avons énumérés maintenant. Donc, en instruisant, il a deux possibilités. Soit de recourir à ces modes de classement, les modes d'extinction de l'action publique, soit il fixe les dossiers devant la juridiction compétente. On prend le premier cas. S'il s'agit du classement, de l'extinction de l'action publique, je vais vous énumérer quelques modes de classement. Vous notez, après je vais expliquer. Le premier mode d'extinction de l'action publique, c'est le classement du dossier par inopportunité de poursuite. Inopportunité de poursuite. Le classement du dossier s'ensuit par pour inopportunité de poursuite. Deuxième mode, c'est le classement du dossier pour fait bénin. Les faits bénin. Inopportunité de poursuite, fait bénin comme deuxième mode d'extinction de l'action publique. Troisième mode, classement sans suite du dossier par difficulté d'atteindre les prévenus à l'adresse indiquée. Difficulté d'atteindre les prévenus à l'adresse indiquée peut amener le magistrat instructeur à classer le dossier sans suite. Comme troisième mode d'extinction. Donc à côté de l'inopportunité de poursuite, il y a le fait bénin, il y a aussi la difficulté d'atteindre les prévenus à l'adresse indiquée. Mais il y a aussi un quatrième mode. Il y a le classement sans suite par forclusion. Forclusion. Forclusion du délai de poursuite. Forclusion du délai de poursuite. Cinquième ou avant-dernier mode, parce qu'on va parler de 6 modes. À côté de la forclusion du délai de poursuite, il y a classement sans suite par insuffisance ou défaut de preuve. Insuffisance ou défaut de charge. Preuve ou charge. Et à côté de l'insuffisance de preuve ou défaut de charge, il y a le classement sans suite pour cause de décès. Je réponds rapidement. Classement sans suite par inopportunité de poursuite pour fait bénin, difficulté d'atteindre les prévenus à l'adresse indiquée, forclusion du délai, défaut de preuve ou insuffisance de charge et classement sans suite par cause de décès ou cause de décès. C'est bon? Je peux m'expliquer maintenant. Alors, en ce qui concerne l'inopportunité de poursuite, là il y a plusieurs motifs. L'inopportunité de poursuite fait allusion, par exemple, à quoi? Vous êtes devant les parquets, mais vous êtes des frères et sœurs, des frères biologiques, vous êtes des voisins. Ah, na funda qui est, mais magistrat, asalinga mabe mena zoki suna mutema nanga, na monika na limbisaye. Tozaka ka bandeko, tozaka ka ba voisins, en tout cas, na monika na limbisa nanga voisin nanga pour continuer vie. Vous faites une lettre qui vous permet de
ne pas poursuivre la personne au Fundaki. Vous voyez? Et en ce moment-là, attention, vous aussi vous êtes avisés. Pour les autres, ils diront, mais on appelle ça en termes techniques les désistements. Les désistements. Vous allez désister même devant l'OPJ ou bien devant le magistrat du parquet. Non, j'ai désisté de ma plainte, tout ça. Mais vous vous rendez compte, malgré votre désistement, on l'envoie à Makala. Dit, oh, mais non, toi, baby. Non, vous êtes avisé, toi, baby. C'est normal. Vous pouvez désister, mais les magistrats envoient. Pourquoi? Parce que le magistrat du parquet est là pour poursuivre. Il n'est pas lié. Dans Babylone, il y a désistement. Mais le désistement peut le permettre quand même d'apprécier. Ça dépend maintenant de lui. Mais vous n'allez pas par voie il y a désistement l'empêcher de poursuivre. C'est seulement une pièce qui peut le permettre de jeter un coup d'œil pour d'apprécier. Vous voyez? Donc en d'autres termes, le désistement ne peut pas, vous êtes avisé, le désistement ne peut pas conduire les magistrats instructeurs à classer les dossiers sans suite. Non. Mais c'est une possibilité qui lui est ouverte pour voir et dire non, bon, je trouve que je peux exploiter ça, ou dire qu'il est désintéressé. Ah bon. Dans un autre cas, quelqu'un qui vous avait volé l'argent, $100, 200, il vous dit bon, on a la IBA qui famille, bon, $200, non, Yango. Ça ne lit pas les magistrats pour dire que comme il a restitué l'argent, on laisse. Non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, vous verrez quand on va commencer à étudier le chapitre là de droit pénal général, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité, la cristallisation des faits fractionnels. La cristallisation ou l'intangibilité fait allusion à ce que lorsque le fait se commet, la qualification se fait à ce moment-là. La qualification de fait, c'est au moment de la commission. Je ferme la parenthèse, je reviendrai sur ça. Alors, maintenant, si les magistrats du parquet estiment qu'ils peuvent exploiter votre désistement, en ce moment-là, nous arrivons dans les cas de figure qu'on appelle une opportunité de poursuite. Parce que lui, il est là pour la société, les biens de la société, lorsqu'il estime que les parties se sont convenues, par exemple par protocole d'accord, bah, Yokani. J'insiste pour dire que le protocole d'accord ou le désistement n'est pas le mode d'extinction. Attention, je n'ai pas énuméré ça ici. Mais j'ai dit que c'est une pièce que les magistrats peuvent exploiter. Mais il peut aussi, malgré que vous avez introduit ça, il continue à poursuivre. J'insiste. Ce n'est pas un mode de classement, un mode d'extinction de l'action publique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est une possibilité que les magistrats peuvent exploiter. Bien entendu, comme il est là pour la société, il trouve que les troubles où il sera dans la société, bon, bah, est-ce qu'il doit encore, comme on dit dans le terme, est-ce qu'on n'enfonce pas le couteau dans la plaie, non? Est-ce qu'il faut continuer toujours à poursuivre? Il peut apprécier. Parce que la loi nous donne cette possibilité-là. C'est pourquoi on parle d'une opportunité de poursuite. Il y a l'autre mode d'extinction, l'effet bénin. L'effet bénin, ce sont des faits dérisoires. Parce qu'il a volé le pain de 500 francs. On l'amène au parquet. Parce que la loi pénale n'a pas dit que le vol, c'est seulement il faut voler le million. Non. Mais vous volez une cuillère qui coûte 100 francs. N'est-ce pas que c'est le vol? Maintenant, les magistrats en instruisant, mais les faits sont tellement bénins. 500 francs. C'est vrai que les faits sont établis. Ça peut aussi l'amener à classer les dossiers pour faits bénins, non? Il y a aussi un autre mode, c'est la difficulté d'atteindre les prévenus. Là, maintenant, nous sommes dans les cas de figure où les prévenus n'a pas, la personne que vous avez citée n'a jamais comparé. On ne l'a jamais retrouvé. Vous avez fait une plainte, parce qu'attention, la plainte, on ne commence pas seulement devant l'OPJ. Vous pouvez aussi initier votre plainte directement au parquet. Mais au fil de cette plainte, vous avez donné l'adresse, on le cherche une année, 2 ans, 3 ans. Alors le magistrat va seulement garder ces dossiers pendant autant d'années, parce qu'il y a aussi l'inspection. Ah, mais on lui dira, collègue, mais ici ces dossiers, ça n'évolue pas. Non, mais il n'y a pas d'adresse, on n'arrive pas à l'antenne. La loi nous donne la possibilité aussi de classer les dossiers, mais cette fois-là, pour difficulté d'atteindre les prévenir à l'adresse indiquée, non? Un autre mode, c'est la forclusion.
Attention, je vous dis, nous sommes dans la procédure. Les droits, c'est un mot de passe. Chaque infraction, vous verrez quand on va étudier les chapitres là, du droit pénal spécial et général, chaque infraction a son délai de poursuite. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui commet le viol. Il commet le viol, par exemple, nous sommes en 2025. Il disparaît. On le cherche, on ne le voit pas. Alors ça fait 10 ans, il revient. Ah, c'est lui. Allez, arrêtez-le. On l'arrête. Mais en instruisant, le président se rend compte que non, c'est fait. On y est 10 ans passés. Or, la loi dit, dans des cas pareils, le maximum c'est 10 ans. Mais comment on peut continuer à poursuivre alors qu'il y a extinction par rapport au délai de poursuite? On ne peut pas. Ah, t'es trop il faut m'amuto ya violon qui après 10 ans non, vous êtes avisé. C'est la conclusion par rapport au délai de poursuite. Chaque infraction a son délai de poursuite. On va étudier ça dans les chapitres qui suivent. Vous voyez? Il y a un autre mode de classement qu'on appelle le classement sans suite par défaut ou insuffisance de preuve. Défaut de charge. C'est pas comme le téléphone, hein? Défaut de charge ou insuffisance de preuve. Il y a un adage qui dit ceci, parce que nous, nos adages sont toujours en latin, puisque notre droit est tiré de la famille romano-germanique. C'est pourquoi nos termes sont toujours en latin. Vous voyez? Actori incumbit probatio. La charge d'apporter la preuve incombe à l'accusateur. Actori incumbit probatio. Mais vous accusez. La loi vous dit, comme vous accusez, amenez aussi la preuve. Il ne suffit pas seulement d'accuser. Donc on vous donne la charge d'amener la preuve. Au fundier, il y a qu'un preuve. Là, qui est au fundier, il y a solo. Il y a plusieurs mots de preuve. Il y a les écrits, il y a les témoignages. Vous voyez? Ça constitue des preuves. Il y a des preuves qu'on appelle la présomption aussi. Mais amenez ça. Vous n'allez pas dire, comme j'ai vu autrefois, il y a un plaignant qui vient citer quelqu'un devant le parquet. On lui dit, ben, papa, bon, tu veux qu'il m'ait fundi, bon, le bas, il faut que preuve à ma campagne. Mais la loi dit, c'est toi qui dois apporter la preuve. Toi qui as accusé, c'est toi qui vas apporter la preuve. Ce n'est pas l'accusé. L'accusé est venu pour se défendre. Mais vous devez soutenir votre accusation par la preuve. Et quand le magistrat estime qu'il n'y a pas de preuve, qu'est-ce qu'il va faire? Il classe, non? Comment on va poursuivre quelqu'un sans preuve? On classe. Il y a défaut de preuve, insuffisance de preuve, insuffisance de charge. Le dernier mot d'extinction, c'est le classement sans suite pour cause de décès. En matière pénale, quand on poursuit quelqu'un, il doit nécessairement être en vie. Quand il décède, c'est fini. On ne poursuit pas. Comment vous allez poursuivre quelqu'un? Vous allez l'envoyer des mandats de comparution au cimetière. Ou sinon vous allez envoyer les mandats de comparution à son fils. Attention encore, vous êtes avertis. N'allez pas accuser quelqu'un. Un parent, n'allez pas faire arrêter un parent pour les faits commis par son fils. Attention. C'est de l'arrestation arbitraire. On va étudier ça dans l'autre chapitre qui suit. Bon, par mesure d'enquête, voilà le terme de la commune de Monté-Baïtisa. Donc, par mesure d'enquête. Pour yende papa net, on voit Baka bon rebelle. Teye maman na ifu asanda na loi par mesure d'enquête. Qui te dit l'infraction est individuelle? Quand vous arrêtez quelqu'un pour le fait commis par une autre personne, vous faites ce qu'on appelle l'arrestation arbitraire, punissable par la loi. On va étudier ça. N'osez pas chercher l'infracteur lui-même, chercher l'auteur lui-même. Et quand quelqu'un décède, fini. Vous n'allez pas poursuivre les héritiers pour dire non, papa n'a pas fait qui, c'est quoi donc poursuivre. Si c'est sur au plan civil, pour solliciter des dommages et intérêts devant les juges civils, il n'y a pas de souci. La loi vous accorde cette possibilité. Mais si c'est pour l'infraction, non. Quand il décède, l'action est d'office éteinte, quel que soit le niveau économique. Même ça qui première phase. Mais tant qu'il n'y a pas encore eu un jugement, même s'il y avait eu un jugement, on va exécuter ça où? Dans le cimetière. Mais j'insiste pour dire, quelqu'un peut mourir, il laisse des passifs dans la succession d'ailleurs. On ouvre un procès contre sa succession en matière civile, je dis bien.
La matière civile n'a rien à voir avec la pénale. Le pénal, c'est quand on vous poursuit pour une infraction précise. Dans le cas d'espèce, quand vous décédez, il y a extinction de l'action publique. On se comprend? Alors, c'est ça l'extinction. À côté de ces mots d'extinction, il y a ce qu'on appelle la fixation. Donc, j'ai dit, il a deux possibilités, soit classer en cherchant un mode d'extinction, soit il peut fixer. Et pour fixer, s'il trouve que les éléments sont réunis, en ce moment-là, il fait ce qu'on appelle la requête aux fins de fixation des dates d'audience. La requête aux fins de fixation des dates d'audience. Il adresse au président du tribunal compétent. Si l'infraction relève de la compétence du tribunal de paix, il envoie ça devant le tribunal de paix. Si c'est à la compétence du tribunal de grande instance, selon le cas, je vous donne déjà le goût en attendant. Comment savoir la compétence du tribunal? Le tribunal de paix ne poursuit des infractions punissables qu'au maximum de 5 ans. Les vols, les coups et blessures, tout ça sont des infractions de 5 ans. Escroquerie, abus de confiance, c'est le tribunal de paix. Mais quand c'est au-delà de 5 ans, tels que le viol, le meurtre et l'extorsion, l'empoisonnement, l'administration de substances nuisibles à la santé, comme c'est punissable à plus de 5 ans, ça échappe à la compétence du tribunal de paix. Là, c'est maintenant au tribunal de grande instance. Vous voyez? Et les magistrats qui instruisent peuvent voir, comme il s'agit de telles compétences, pour tel fait, je vais transmettre le dossier au tribunal de paix ou au tribunal de grande instance selon les cas, en se référant à la loi, non? Parce que la loi déjà a précisé. Et dès qu'on fait cela, c'est les magistrats du parquet, c'est dessaisi. C'est comme l'OPJ. Quand l'OPJ envoie le dossier au parquet, vous n'allez pas encore retourner chez lui. Bon, quand ce dossier n'a pas dessaisi. C'est pareil aussi pour les magistrats du parquet. Quand il fixe déjà, lui aussi il est dessaisi. Même si vous allez chez lui, il vous dira non, non. Mais attention, il peut se faire qu'il a déjà fixé. Il y a des PV, par exemple l'OPJ, il a déjà envoyé les dossiers au parquet, mais il y a un élément qui est venu en retard. Comme j'ai donné l'exemple, il y a un ordre. On lui dit non, envoyez-moi ce dossier tout à fait cessant. Il ne dira pas que non, il y a une réquisition que j'attends la suite, chef attendez encore 2 jours. Non, il expédie, mais après il est déjà dessaisi, il se rend compte qu'on l'amène par exemple les rapports médicaux, après qu'il a déjà envoyé. Qu'est-ce qu'il va faire? La loi donne la possibilité de faire ce qu'on appelle les PV subséquents, qui lui permet maintenant de transmettre l'autre rapport, non? Parce qu'il avait déjà transmis. Maintenant, les PV subséquents lui permettent d'expédier les autres pièces qui étaient restées. Et les magistrats du parquet peuvent aussi faire ça. Les dossiers fixés, mais il y a d'autres éléments. Mais attention, lorsque le tribunal est saisi, le magistrat du parquet devient la partie principale au procès pénal. Et le tribunal va tenir compte seulement des pièces qui sont dans le dossier. Vous voyez? Ce n'est pas comme j'ai dit chez l'OPJ qui peut faire les PV subséquents. Les magistrats du parquet vont aussi faire les PV subséquents pour envoyer. Non. Lui, il va statuer sur les pièces qu'il a, parce qu'il était déjà dessaisi, non? Maintenant, les prévenir a la possibilité d'apporter des preuves. Parce que là, maintenant, ça change de nom quand on est dans la phase juridictionnelle. Il devient prévenu pour la défense. Il peut apporter toute pièce qu'il juge nécessaire pour assurer sa défense. En ce moment-là, il va produire ça devant le tribunal. Parce qu'on dit en matière pénale, la preuve est libre. J'annonce déjà la section, la deuxième section, la phase juridictionnelle. À côté de la phase juridictionnelle que nous venons d'étudier, il y a ce qu'on appelle la phase juridictionnelle. En fait, la phase juridictionnelle, il n'y a pas beaucoup de choses à dire là. C'est la phase qui permet de dire les droits. Vous allez me dire, mais maître, comment est-ce que nous étions au parquet, devant l'OPJ, il a instruit, et si vous dites que de dire les droits, c'est compliqué? Non. Dire les droits, c'est donner la décision. Dire la loi, c'est la phase qui se diffère de l'instruction.
Mais on est là, au fond. C'est le fond. Mais attention, là aussi il y a la forme et le fond. Dans la phase juridictionnelle, il y a aussi une petite instruction qu'on appelle l'instruction juridictionnelle. C'est pourquoi le juge va commencer à poser des questions. Ah, c'est l'instruction, non? On commence à poser des questions. Expliquez-vous. Et là, les magistrats du parquet, le procureur est représenté par un magistrat du parquet. Il devient la partie principale du procès. Vous verrez, sur le avocat, on va mais il y a un magistrat du parquet. Non, c'est son attitude. Le magistrat est actif. On est dans la phase juridictionnelle, mais dans la matière infractionnelle. Donc il reste actif, comme le juge pénal. Vous devez sentir que les magistrats du parquet ont ça. C'est pourquoi quand vous êtes devant le tribunal et que vous êtes victime, même si vous n'avez pas d'avocat, lui, le magistrat du parquet, il est là comme votre avocat. Mais attention, quand il va prendre parole, comment vous allez le découvrir? Lui, avant de parler, il doit se mettre debout. Il ne peut pas prendre parole assis. Différemment avec les juges sont toujours assis. Mais lui, il reste, il se met debout avant de prendre parole. S'il termine, il s'assoit. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les magistrats assis d'une part et les magistrats debout d'autre part. Quand vous entendrez parler du magistrat debout, c'est tout ce que nous venons de dire à part l'OPJ. Donc le magistrat debout fait allusion à qui? Au magistrat du parquet. Pourquoi debout? Parce qu'il est là pour rechercher les infractions, rassembler les preuves. On l'appelle magistrat debout. Parce que pour rechercher, il faut être en mouvement, non? C'est pourquoi on dit qu'il est magistrat debout. Mais le juge du tribunal, lui, il n'est pas magistrat debout, il est magistrat assis. De par sa position, quand il est sous les dossiers, il reste assis, il pose des questions. Donc tout ce qu'il fait là, c'est pourquoi on dit qu'il est magistrat assis. Il tranche. Quand il fait la petite instruction là, on peut aussi requérir des experts, des témoins, effectuer la descente. Mais lorsqu'il estime que sa religion est éclairée par le jeu des questions-réponses, il passe à l'autre phase qu'on appelle la plaidoirie, c'est le fond. Et dans le fond, vous pouvez être assisté ou représenté par un avocat, vous pouvez aussi plaider, et quand vous plaidez, le tribunal dira que voilà, le tribunal estime sa religion éclairée, clôt les débats, prend l'affaire en délibéré. Ça, c'est une possibilité. Il peut aussi se prononcer sur les bancs. Ne soyez pas inquiet quand vous trouvez, mais les maîtres avaient dit il faut qu'il prenne l'affaire en délibéré pour se prononcer dans 10 jours comme on est en matière pénale. Mais comment il s'est prononcé sur les bancs? Oui, la loi lui donne cette possibilité de se prononcer sur les bancs aussi. Il peut le faire sur les bancs, tout comme il peut prendre l'affaire en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi. Et quand il se prononce, à ce moment-là, vous, si vous succombez, vous pouvez exercer votre droit de recours. Vous voyez, il y a les droits de recours qu'on appelle ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Les voies de recours ordinaires, c'est l'appel, c'est l'opposition, la tierce opposition. Les voies de recours extraordinaires, c'est la cassation, la requête civile, tout ça. Alors, voilà, nous courons derrière le temps. Ce que nous pouvons dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous posez. Sinon, si vous voulez que j'ajoute un tout petit peu, ça dépendra de vous. Mais je vois, il est déjà 16 heures passées. Si vous avez des questions, vous posez. Et on renvoie à une autre séance pour poursuivre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, le micro. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Moi, j'aimerais poser une question parce que la fois passée, on est venu déposer une invitation pour le chef frère par Québec, nous regardons. Alors là, sur le mandat, disons, il y a une RNP, il y a aussi RI.
ici RMI. Au lieu de RI. Bon, j'ai aussi bien un qui est à côté de moi. Voilà. Je me dis, mais pourquoi ils ont écrit ici RMP au lieu de R? Alors, il faut savoir ici le RMP et puis le RI. Merci, une bonne question. Est-ce que sur l'invitation, on avait écrit RI et RMP, partout on avait mis les numéros, ou bien quelque part on avait laissé vide? On a mis les numéros seulement sur RMP. Très bien. Alors, RMP, c'est facile. Désormais, si vous voyez un document avec RMP, c'est facile. RMP, ce n'est rien d'autre que les registres du ministère public. Au fait, quand il y a un dossier ouvert comme ça avec RMP, attention, c'est les registres du ministère public, ce qui veut dire qu'on a ouvert un dossier à votre charge à titre infractionnel. C'est pourquoi il y a RMP. Donc dès que vous voyez seulement, on écrit RMP, après on met les numéros, il y a le code. On met le numéro tel, barre, par exemple, si on est au parquet de grande instance de Gombe, on met PR, procureur de la République, 021. Quand on met 021, barre, à la fin on met l'initiale, soit BR. Vous voyez? Les BR là à la fin, c'est l'initiale, le code des magistrats. B ça peut être Audric, R ça peut être Rissi, c'est le code. C'est connu par leur administration, le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, les RMP là fait allusion au registre du ministère public, suivi du numéro, par le code du parquet. Comme le code du parquet général, c'est 23, on met un petit B minuscule. Quand vous voyez ça, c'est que c'est le code du parquet général. Mais quand vous voyez, on écrit les RMP, on met les numéros, on met barre, on écrit PR, ça veut dire procureur de la République, on met 021. C'est le code du parquet des grandes instances de Calam. Mais quand on écrit 022, le code du parquet de Matete. Quand on met 023, plutôt 021, c'est le code du parquet de Gombe. 022, c'est le code du parquet de Calam. 023, c'est le code du parquet de... C'est facile, non? J'ai dit 021, c'est Gombe, parquet de grande instance. 022, c'est Calam. 023, c'est Matete, non? Et 024, ça sera où? Donc c'est comme ça le principe. Mais on peut écrire 023 et plutôt 025. On met encore barre. On ajoute un autre code à côté de 025 là. On met 01. Là ça veut dire on est au parquet, on est dans les réseaux de Kinkole, mais au parquet près du tribunal de paix. Parce qu'à Kinkole il y a des parquets, des grandes instances et le tribunal de paix. Donc quand on met 025, on met encore barre 01. Figurez-vous qu'on est, c'est le code du parquet inférieur qui est aussi dans les mêmes ressorts. Alors quand on met RI par contre, c'est aussi un registre. Les registres d'information, c'est le cas des dossiers civils. Le parquet peut aussi instruire sur ces dossiers, mais à tout moment il peut convertir. Donc cette formule-là de mettre RMP et RI, c'est déjà une formule préétablie dans une convocation. Quand il s'agit d'un dossier RI, on remplit avec les stylos les numéros dans la rubrique des RI. C'était pour les RMP, on laisse les RI vides, on remplit dans les RMP. Je crois que vous avez compris. Voilà. Une autre question? Oui. Merci beaucoup, président, pour la parole. Oui. Avoir une certitude entre les indices de culpabilité et les indices de culpabilité souriée. Parce qu'il y a une nuance, là, je n'ai pas vraiment bien compris. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une différence entre OBP et puis OC? Par rapport à ce que le papa vient de vous demander, vous avez énuméré quelques codes de parquet. Ce les ressort, c'est un confrère ou bien talent.
Merci beaucoup. Merci. Le parquet de Gombe, les ressources, c'est à Gombe, d'Engaliema. Le parquet, c'est quel parquet? Parquet pour les tribunaux de paix? Parce qu'il y a une cartographie qu'on doit étudier. Si, il y a un parquet pour les tribunaux de paix. Ça dépend du parquet de grande instance de Gombe. Il y a un parquet de grande instance de Gombe qui a un parquet près les tribunaux de paix de Gombe et un parquet près les tribunaux de Ngaliema. Et les deux parquets près les tribunaux de paix dépendent du parquet des grandes instances de Gombe. C'est les ressorts de là. C'est comme si les parquets triplés de la sauce. Exactement. On va étudier ça aussi, si Dieu nous prête vie. Alors, ça c'était la première manche. Vous avez posé 3 formes de questions. La différence entre indice de culpabilité et indice sérieux de culpabilité. En fait, indice de culpabilité, j'avais dit ici que les indices ne sont pas des preuves. Ce sont les débits, les commencements des preuves. Mais ici, la loi ne dit pas qu'il faut arrêter quelqu'un pour indice de culpabilité seulement. Non. On dit indice sérieux. C'est-à-dire que les magistrats doivent constater qu'il y a du donc c'est vraiment profond. Qu'il s'agit de l'indice, oui, mais cet indice ici est profond. Ça nous amène à la preuve petit à petit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc on ne prend pas seulement l'indice comme tel qu'indice, mais c'est sérieux. C'est-à-dire c'est profond. C'est plus avancé. La différence entre OC et ODP. J'ai dit OC, c'est l'ordonnance de confirmation qui a un délai de 30 jours. Mais attention, l'OC n'intervient qu'après ODP. L'ODP, c'est l'ordonnance de détention préventive qui a une validité de 15 jours. Avant l'expiration, les magistrats se rendent encore devant les juges du tribunal pour solliciter la prolongation du délai de détention. Comme l'inculpé était déjà dans les régimes de l'ODP, l'ordonnance de détention préventive, cette fois-là, il va maintenant solliciter l'OC, l'ordonnance de confirmation. La différence, c'est par rapport au délai. L'OC, c'est 30 jours, renouvelable de mois en mois. L'ODP est de 15 jours, qui n'est pas renouvelable. Mais l'OC aussi, bien qu'elle soit renouvelable, ça ne dépasse pas 12 mois. C'est compris, non? Voilà. Une autre question? Appuyez, maintenez. Vous maintenez, ça va s'animer. Ok. Ok. Merci maître pour la parole accordée. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, bon, si on vous envoie une invitation au venant du parquet, une invitation au venant du parquet, quelle est la procédure? Parce que ici vous avez parlé du thème la procédure judiciaire. Pour emmener quelqu'un au parquet, ça demande une succession des invitations, ou bien en une invitation, on peut amener quelqu'un au parquet. Est-ce qu'il faut une succession d'invitations? Oui, des invitations, oui, bien en une invitation, comme ça on vient, on arrête la personne et puis. Très bien, une très bonne question. Vous voyez que les questions sont importantes. Moi, quand je donne, je prends des éléments essentiels. Et maintenant, avec les questions, je peux vous donner encore des détails. Une très bonne question. Est-ce qu'il faut qu'il y ait la succession des invitations, des mandats de comparution avant de placer quelqu'un en détention? Attention. La loi explique que on peut envoyer une invitation. Même pour la sécurité de la procédure, les magistrats du parquet peuvent vous envoyer une invitation. Vous êtes prévenu, mais ils vous envoient une invitation. Tel a été le cas du dossier Kamel. On ouvre le dossier RMP, mais on lui envoie l'invitation. Quand il vient, on instruit et puis on l'arrête. Soit le dossier peut être RI, on vous envoie l'invitation. Parce que si le dossier RI, comme il n'y a pas d'infraction, on n'envoie pas les mandats de comparution. On vous envoie l'invitation. Mais pendant que les magistrats instruit, s'il trouve qu'il y a des faits infractionnels à l'intérieur, il va solliciter auprès de son chef, le procureur, pour qu'on puisse convertir. On appelle ça la conversion. On va convertir les RI en RMP. Vous voyez? Mais maintenant,
Vous, quand on vous envoie une invitation, bien un mandat de comparution, c'est la procédure. La loi dit on peut vous envoyer la deuxième ou à la limite la troisième. C'est ça la procédure. Mais il peut se faire dans d'autres cas, dans certaines infractions saillantes. Quelqu'un qui a par exemple violé, quelqu'un qui est assassin, quelqu'un qui a fait le détournement, quelqu'un qui a fait les faits graves. Vous l'envoyez un mandat de comparution. Vous pensez qu'il va venir? N'est-ce pas que ça sera une façon de les téléphoner et qui ment? La loi donne la possibilité au magistrat, une fois qu'il ouvre les dossiers, il émet le mandat d'amener. Et quand on émet le mandat d'amener dans les cas de figure, ne criez pas encore, oh, violation de la loi. Non, vous êtes aussi avertis. C'est une possibilité que la loi donne au magistrat et soutien pour permettre à ce qu'il y ait une bonne administration de la justice. Le magistrat ne peut pas seulement rester dans l'invitation première, deuxième, troisième. Non. Il peut le faire selon la motivation du dossier. Mais le principe, c'est d'abord les invitations et les mandats de comparution. C'est bon? Ok. Une autre question? Oui, docteur. Merci. Toujours à la même logique que M. Guilhem Mourouba. Nous sommes dans la cité, des fois on voit deux familles, soit deux voisines, des voisins, se quereller et directement l'autre a sauté premier à cause de la police et va évacuer. Est-ce que c'est une procédure normale ou bien c'est une violation des procédures? Donc juste évacuation et puis l'autre a sauté le premier qui a su la police. C'est tout? Oui. Est-ce qu'une violation de la loi lorsque les voisins se chamaillent et puis l'un va saisir l'OPJ et on envoie directement les policiers pour l'arrêter? Attention, là ça dépend. L'OPJ en instruisant, quand il est saisi de fait, je vous ai dit ici, il peut se faire qu'il y a flagrance. En cas de flagrance, il peut interpeller les suspects, mais interpeller. Ça me donne aussi la possibilité de vous expliquer un élément. Quand on interpelle, en interpellant, cela ne vaut pas arrestation. Je vais expliquer une chose après avoir donné la réponse. Donc, s'il s'agit de faits infractionnels, par rapport à la plainte récite par l'OPJ, il pose des actes de destruction, non? Comme on est en flagrance, la flagrance c'est quoi? C'est l'infraction flagrante, c'est celle qui vient de se commettre ou qui se commet maintenant. Qui vient de se commettre, vous vous souvenez, non? Qui vient de se commettre. Dans les délais, les temps voisins là, 1 heure, 30 minutes, 20 minutes, c'est aussi l'infraction flagrante. Ou qui se commet maintenant actuellement. C'est ça l'infraction flagrante. Dans les cas d'espèce, l'OPJ peut aller et puis ouvrir ses actes par les pièces après. Mais quand il vient comme ça, il vous prend, il ne vous mettra pas au cachot. C'est là où intervient maintenant la loi. On doit vous auditionner. Oh. Mais bien, au choix, il y a au funda qui est au métier. On examine, non? On peut effectuer la descente, on appelle les témoins. Si seulement si on constate qu'il y a mon funda qui est dans la région, on vous place en détention. Mais si tel n'est pas le cas, attention encore. Ça peut aussi être ce qu'on appelle les duels. Les duels, c'est une infraction qui consiste à ce que deux personnes se conviennent pour que Bunda. Là, c'est une infraction plurielle. L'OPJ en ce moment-là, il arrête et le plaignant et l'accusé. Les deux. Parce que c'est les duels, c'est une infraction plurielle. Oh, mais à la catégorie, tu confonds, on a des plaignants. Mais non, en instruisant, il constate qu'il y a duel. C'est une infraction plurielle. Il y en a un de vos salaires. Ce n'est pas parce qu'il y a un qui plaignant. Parce que vous avez troublé l'ordre public. C'est pourquoi il faut toujours faire attention à Goéla Kofunda. Goéla Kofunda, vous êtes en face de l'OPJ outillé, il dit non, non, il s'agit de duels. On vous arrête aussi. C'est que vous êtes venu faire la dénonciation de vos propres faits. Souvenez-vous, j'ai dit, un autre mode de saisie, c'est la dénonciation.
Alors, cela me conduit à vous dire ceci, que lorsqu'on émet un mandat d'amener contre vous, ou contre un prévenu, cela ne vaut pas une pièce de détention. Nulle part, quand on était en train de vous expliquer ici, voilà, il y a le MAP, mandat d'arrêt provisoire, l'ODP, l'ordonnance de détention préventive, valable pour 15 jours, et puis l'OC de 15 et de 30 jours, renouvelable de mois en mois. J'ai parlé du mandat d'amener. Le mandat d'amener n'est pas une pièce de détention. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est là que j'attire votre attention. Vous êtes des personnes avisées. On ne peut pas arrêter quelqu'un par mandat d'amener et le placer au cachot. Non. Non, c'est une irrégularité. Le mandat d'amener, c'est une contrainte à comparaître. On vous contraint. Ce n'est pas une pièce de détention. Attention, quelqu'un qui est arrêté par mandat d'amener ne peut pas, comme on voit dans le cas, dans la pratique, on arrête quelqu'un par mandat d'amener, on le met au cachot, on le dissout 2 jours après. Non, c'est irrégulier. On vous prend par mandat d'amener, c'est que vous n'êtes pas arrêté. C'est une contrainte à comparaître. Parfois, Luca va mon à côté, un mandat de comparaison, il y a bon, tous soyez dans ma casse, une contrainte, allez, il y a qu'à prendre la kitty samba. C'est-à-dire le magistrat qui émet le mandat de comparaison doit être prêt. Que dès qu'on vous arrête, il vous auditionne. Parce que c'est en vous auditionnant là qu'on a les indices sérieux de culpabilité, non? Mais comment on vous prend par mandat d'amener, on vous met au cachot pour vous auditionner le lendemain? Mais non! Maintenant, la pièce qui a fait qu'on fasse dans la cachot, c'est quelle pièce? Je viens d'énumérer les pièces de détention ici. Je n'ai pas cité les mandats d'amener. Et donc, vous êtes avisé. On ne peut pas placer quelqu'un en détention par mandat d'amener. C'est une contrainte de comparaître. Une contrainte à comparaître. Et non une pièce de détention, puisque les pièces de détention, en droit, c'est le MAP, le mandat d'arrêt provisoire, l'ODP, l'ordonnance de détention préventive, et l'OC, l'ordonnance de confirmation. Pas les mandats d'amener. Voilà une autre explication. Une question, ou sinon on renvoie la séance? Vous qui êtes en train de nous suivre en ligne, nous allons poursuivre avec cette formation le dimanche 14 à la même heure, c'est-à-dire 14h30. Venez au siège, soit restez connectés pour suivre notre formation. Partagez notre live à vos proches. Aimez ça. Consultez notre chaîne YouTube, notre page Facebook, l'actuelle page, notre compte TikTok et Instagram qui portent le même nom, Justice pour enfants. Et voilà, au revoir.